Bienvenue mesdames et messieurs à cette interview. Nous sommes avec Moussa Ousseini, leader d'opinion, directeur de la communication du groupe Baba Dampolo, très proche aussi en tout cas des milieux politiques, on y reviendra. Et donc nous allons aborder avec Moussa Ousseini beaucoup de sujets qui ont un trait avec le Cameroun, qui ont un trait avec l'Afrique et surtout l'humanité. Moussa Ousseini, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder un peu de votre temps en cette période de Ramadan. On sait que ce n'est pas toujours facile. Mais c'est toujours un plaisir de répondre à l'appel d'un panafricaniste et surtout une chaîne de référence comme la vôtre. Je pense que malgré la dureté de la période, malgré le fait qu'on soit dans une période de dévotion, de prières intenses, on se doit aussi de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César. Eh bien, en donnant ce qui appartient à César, je voudrais qu'on évoque, et vous vous en doutez bien, vous savez que, quoi qu'il en soit, j'aborderai tout d'abord votre statut en tant que directeur de la communication du groupe Baba Dampolo, et c'est en rapport avec tout ce qui se passe autour de cet opérateur économique de renom sur le continent africain. On sait qu'il y a eu des petits soucis avec l'Afrique du Sud. Ça a fait le tollé avec notamment l'opérateur économique, l'opérateur téléphonique MTN, entre autres. Et aujourd'hui, on entend quand même parler d'une question de violation des droits humains. Je mets ça entre guillemets, mais là, c'est du côté de l'Est Cameroun. Alors, on veut bien comprendre, qu'est-ce qui se passe? En réalité, en ce qui concerne l'opérateur ou encore l'homme d'affaires des renommées internationales Adibaba Amadou Dampolo, c'est un homme d'une intégrité exceptionnelle qui, lui, pour sa propre personne, est un acteur majeur de l'équilibre, mais aussi de la promotion de l'opportunité pour tous. N'oubliez pas qu'il est le deuxième employeur après l'État du Cameroun. Sauf qu'à un moment donné, vous avez mis sur pied un empire, vous faites des efforts, mais même de l'intérieur, vos travaux peuvent être sapés. Si et seulement si ceux-là qui sont subordonnés à vous n'ont pas pris le temps d'apprendre à vos côtés des vraies valeurs qui sont des valeurs de reconnaissance en l'autre. Parce qu'en réalité, vous êtes à un niveau, un statut élevé, mais il faut aussi permettre aux autres de se déployer. Alors, du côté de la personne, on ne peut pas lui reprocher ça parce que, figurez-vous aujourd'hui, dans la partie nord-ouest du pays, et à peu près dans certaines zones, M. Baba aussi, dans le cadre du volet social, accompagne, milite, et que chacun, dans sa position, se trouve intégré. Mais sauf que, comme je vous disais tantôt, ce qui est une réalité, comme dans toutes les familles, dans toutes les organisations du monde, ont toujours eu des éléments perturbateurs, eux, qui sont de nature à saper le travail, ceux dont nous, en tant que visibilité, en tant que l'image incarnante de ces personnalités, disions non. Et quelle qu'en soit la personne qui y vient avec, nous allons nous allier du côté de la justice sociale, qui est une justice d'égalité pour tous. Monsieur Bachir, d'autres conceptions des musulmans, des êtres sensés que nous sommes, lorsque Dieu vous a donné un statut qui est ici à votre niveau, mais il faut que l'autre également, qui est peut-être dans l'indigence, qui est peut-être dans une certaine situation, puisse bénéficier de ce que vous avez. Vous n'êtes pas plus riche que les gens parce que vous êtes plus intelligent, mais vous êtes quand même Messie parce que vous portez en vous certaines valeurs. Parce que tout le monde ne peut pas être patron. Tout à fait. Alors, c'est pour dire que, en ce qui concerne la personne, entre guillemets, il n'y a rien du tout. Mais nous sommes en train de vérifier de manière objective ce qui est fait sur le terrain. Et comme vous le savez, en dehors d'être opérateur et ouf, je suis cadre des affaires sociales et je suis aussi leader d'opinion en tant qu'acteur de la société civile. Alors, tout votre intérêt, notamment sur cette question de Ndokayo. À Ndokayo, à l'est du Cameroun, alors... Votre employeur, je peux me permettre l'expression, il possède quand même des terres de ce côté-là, mais on entend dire qu'il y aurait quelques violations des droits humains en ce qui concerne les citoyens de ce côté. Bon, mais ça ne le concerne pas, ça concerne une firme de personnes. Je vous ai dit, nous sommes dans les phases de vérification et si jamais nous vérifions qu'il y a un élément dans la chaîne qui s'apprête au travail d'un patriarche qui a plus de 42 ans, a bâti quelque chose de formidable, nous n'hésiterons pas à dénoncer de qui que ce soit. J'ai dit de qui que ce soit, et quel qu'en soit le lien que la personne aurait eu avec cette personne. Le problème fondamental, M. Bachir, comme nous avons tendance à voir dans toutes les familles, surtout en Afrique, qui sont à peu près dans le laxisme total, lorsqu'on prend un peu de l'âge, de la hauteur,
on peut avoir des personnes qui veulent succéder directement aux parents et qui créent des troubles. Oui. Alors c'est ça le problème fondamental. Mais sinon pas la personne. Figurez-vous, dans les années 70, la philanthropie de M. Baba a conduit à ce que le gaz qui a éclaté de ce côté, il est un des meilleurs donateurs en ce moment, je vous le dis. Oui. On estime la donation de plus de 70 millions de francs CFA aux bergers et aux autres. Oui. Alors c'est pour dire que lui, en la personne, est exempté de ça. Mais comme je vous disais tantôt, que tout celui-là qui entrera dans ce qui ne l'appartient pas, quels qu'en soient ses attributs, et si nous vérifions, nous n'hésiterons pas à faire ce qu'on appelle du volontariat pour que des personnes soient dans les droits. Jusqu'ici, c'est des rumeurs. Nous attendons des vérifications. Oui. Mais ce que je dis, n'est-ce pas, c'est qu'il faut que l'opinion le sache. Oui. Très bien. C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, dans le contexte de la mondialisation, il est inadmissible que vous venez avec un projet de développement et que les autres ne puissent pas en bénéficier, mais au contraire avoir une volonté de nuisance. Cette volonté de nuisance va saper le travail qui est fait fondamentalement. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dans le développement communautaire, surtout avec des projets structurants, nous avons une planification à 2 ou 3 niveaux. Un niveau sur le plan macro, vous avez les institutions qui doivent aussi bénéficier. Exactement. Sur le plan micro, vous avez la population locale qui doit bénéficier. Alors, sur le plan micro, il est inadmissible que vous mangez et que l'autre ne mange pas. Et quand l'autre ne mange pas, vous vous êtes mis à mal. Et je vais vous dire, des situations comme celle-ci, il faut savoir que Dieu peut vous élever de 0 à héros. Alors, soyez sans crainte. Moi, je n'ai pas toujours enlevé mon casquette ma casquette d'acteur de la société civile, défenseur des droits humains, défenseur des libertés, pour dire que tant que nous mettrons main sur des personnes qui veulent, nous allons les mettre à disposition des autorités compétentes afin que tout le monde puisse jouir de ses biens. En tout cas, c'est très important de le savoir. Comme vous l'avez dit, Eladji Baba Dampolo, c'est un philanthrope, on sait, et on connaît son engagement également aux côtés des personnes démunies. Et d'ailleurs, l'association Sodelco, qui est l'une des ONG les plus importantes. C'est une association en cours d'être une ONG. Voilà, qui rassemble beaucoup de personnes ressortissantes du nord-ouest. Et c'est ça, des Peuls. Effectivement, et puis... pas nécessairement ressortissant du Nord-Ouest, c'est une association qui a un caractère national, qui a commencé à partir du Nord-Ouest, qui aujourd'hui étend ses racines dans toute la région du Cameroun. Et il est aussi à noter que dans la charte de cette organisation, il y a la protection des droits humains, il y a la protection des minorités, il y a aussi la protection des minorités. Et n'oubliez pas qu'à l'est du Cameroun, ceux qui font une certaine fierté maintenant, ce sont les déplacés internes. Je vais vous donner l'exemple, il y a un certain Tanguy Salomon, qui est aussi un déplacé interne, qui commence à créer de l'emploi. Il est un ressortissant du Nord-Ouest. Des situations des citoyens de cette nature mériterait de notre part et de la part aussi des patriarches une certaine protection et non de les exposer à la rue. Ce n'est pas du tout logique. Et vous comprenez, le mal en Afrique, c'est que certaines personnes de mauvaise foi, ils ont 1 milliard, mais lorsque quelqu'un d'autre a 500 000, les inquiète. C'est la xénophobie. Et c'est le contraire lorsque vous faites le tour dans le monde. Dans le monde, vous allez constater que il y a une certaine patience, c'est une juxtaposition, c'est pas une opposition. Tout le monde peut être quelque chose. L'exemple patent, Diomaye Faye, qui tend des zones assez délabrées, des zones qui ne sont pas visibles aujourd'hui à la chef de l'État, au poste du chef de l'État, autant pour moi. Alors c'est pour dire que la liberté, l'opportunité pour tous, c'est ça notre lutte fondamentale. Alors, vous avez dit Diomaye Faye comme si vous saviez que nous allions embrayer directement au niveau de la présidentielle au Sénégal. Quelle est votre lecture de ce qui s'est passé au Sénégal aujourd'hui? Ce jeune président, Bassirou Diomaye Faye, qui arrive, il sort, disons, de nulle part, puisqu'il était sous l'ombre de Ousmane Sonko, il faut bien le dire. Par le plus grand des hasards, il est le candidat du PASTEF et aujourd'hui, président de la République du Sénégal. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Mon cher frère Bachir, grand panafricaniste, rien ne se fait au hasard. Mais c'est un processus. Le chef de l'État, Diomaye Faye, a commencé à l'état embryonnaire. Il a atteint son apogée. N'oubliez pas qu'il a subi toutes les humiliations du monde. Comme pour dire, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un militant de première classe, des PASTEF. Ce n'est pas un militant qui s'est fait découvrir comme ça. La loyauté, la crédibilité, la détermination dans la lutte l'a amené où il est. Je ne suis pas surpris
Parce qu'on dit en Aoussa, en langue locale, lorsque vous voyez quelqu'un qui est un peu costaud, on a comme l'impression que c'est la personne qui sera plus forte. Oui. Il a démonté de par sa détermination, de par sa rigueur, son travail, son abnégation et la force de sa conviction qu'il pouvait faire quelque chose. Je ne suis pas surpris, oui, parce que c'est un parcours que nous suivons, c'est un panafricaniste. Oui. D'ailleurs, il a dégagé certaines idées qu'il faut être courageux pour le faire. Par exemple, la sortie du franc CFA et bien d'autres. Oui. Alors, c'est pour dire que c'est des gens qui sont d'abord formés au back-office et après ils sont venus au front-office. Il n'a pas eu le pouvoir comme on donne la communion à l'église. Oui. N'oubliez pas qu'il y a quelques temps seulement, il était en prison, il s'est forgé. Alors on s'est dit que aujourd'hui, à peine 3 semaines, à peine 3 semaines, c'est une leçon, oui, c'est une leçon de vie qui dit que tout le monde est présidentiable tant qu'il y a la force de la conviction. Qui pouvait imaginer il y a 2-3 mois? Personne. Alors c'est pour dire, la force de la conviction, la détermination a amené ce jeune panafricanisme au sommet de l'État sénégalais, un pays purement démocratique, même s'il y a eu quelques bavures, mais il ressort quand même que le Sénégal est une référence dans la démocratie en Afrique. Aujourd'hui, son élection a été saluée parce que lui était une intégrité. Et Bachir, c'est pas ça le plus surprenant. On a vu en le président Sonko un panafricanisme exemplaire dénudé de l'égoïsme. Si je ne peux pas partir, il y a quelqu'un de plus intègre, il a soutenu l'autre. Mais c'est ça qu'il faut retenir dans la leçon. Alors c'est pour dire, mon cher frère, que la situation du Sénégal nous interpelle, nous tous. Pour dire, celui que tu as négligé hier peut être ton grand problème demain. Raison pour laquelle il faut toujours faire des choses avec des calculs, avec des mesures, avec des prolongations, avec des perspectives. Et les perspectives d'avenir aujourd'hui, on ne peut qu'espérer pour le Sénégal. Un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Mais singulièrement, quelle est la leçon, et je vous parlais des leçons, que le Sénégal donne à un pays comme le nôtre, le Cameroun? Vous avez quand même pris un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est de dire, vous avez salué la grandeur d'esprit de Ousmane Sonko, qui, à défaut de pouvoir candidater, il a laissé quelqu'un d'autre aller et il a soutenu cette candidature-là, ce qui est très rare. Bien sûr. Oui. Et pour nous autres, c'est une interpellation. Une interpellation pour ceux-là qui croient être indispensables. En réalité, dans la vie, nul n'est indispensable. Il y a la mort. Il y a la prison, il y a le voyage, il y a la maladie. Ça, ce sont des éléments qu'il faut donc se préparer. Et aussi, personne n'est entré dans l'agenda de l'Éternel pour savoir que l'autre ne peut pas être. Oui. Et c'est là la première leçon de vie. Pour tout celui-là qui est consciencieux, savoir que tout est possible dans une république. Mais l'essentiel, c'est la discipline et l'ordre. Aller par la voie de l'urne, comme nous avons vu au Sénégal. Ce n'est pas le désordre qui a amené ce monsieur, mais c'est les élections libres et transparentes. Les meilleurs principes de la démocratie, nous les avons. Et c'est la meilleure des choses à copier. Et aussi la détermination d'une population, d'un peuple qui aspire à un changement objectif. Non un changement qui est corrompu. Parce que figurez-vous, aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, vous ne pouvez pas acheter la conscience des gens. Parce que les gens, eux, ils votent quoi? Un programme, mais non le matériel. Tout à fait. Monsieur Bachir, si je veux être maire, par exemple, et que je vous ai donné mes 5 000, mes 10 000 pour être élu où je ne suis redevable nulle part en vous. J'ai payé mon élection. Exactement. Du coup, je ne suis pas obligé de faire un rendement. Et c'est ça qu'il faut enlever dans l'esprit des citoyens camerounais et africains que nous sommes. Oui. De savoir qu'on vote le programme, non plutôt les facteurs extérieurs des richesses qui ont tendance à imbéciliser les humains, l'éthos de la mandulation, la politique du ventre. Alors, et c'est ça qu'il faut combattre avec rigueur acharnée. Je pense que pour nous autres Africains, le plus important, c'est la prise de conscience d'un changement objectif par la voie des urnes. Et ce changement commence d'abord par un changement de mentalité. La mentalité qui veut dire, je n'ai pas voté parce que j'ai un programme, parce que j'ai un idéal à accomplir, mais je ne vais pas voter parce que je suis soumis à un besoin. Monsieur Bachir, on vous donne 1000 francs, on bouffe 1 milliard sur vous, ça sert à quoi? C'est pour l'avenir de vos enfants que vous devez voter. C'est pour l'avenir de vos enfants que vous devez projeter et penser. Tout est possible dans ce pays. Et je salue déjà... Les citoyens sénégalais sont prêts à aller vers la rupture. La rupture, le changement total du paradigme pour que le Sénégal soit un État purement panafricaniste. Effectivement, parce que l'état d'esprit et l'éducation, le niveau d'éducation est très élevé. Aujourd'hui, nous avons suivi avec beaucoup d'acuité les élections au Sénégal. Et c'est un sentiment de satisfaction. Nous saluons donc la bravoure de ce peuple qui est un peuple très courageux, un peuple qui a déterminé
déterminée, sa force de la conviction qui les a portés où ils sont aujourd'hui. La victoire n'est pas seulement pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye, c'est une victoire sénégalaise, c'est une victoire africaine. Figurez-vous, il a failli y avoir des modifications sur les dates des élections et autres. Oui. Mais le peuple a dit non. Oui. Et quand le peuple parle, il faut faire attention. Alors c'est ce dont nous voulons, dans une certaine logique, avoir des peuples disciplinés qui respectent des convictions, mais qui ne sont pas là pour le désordre. Parce que le désordre ne peut être accepté dans une société civilisée. Mais une revendication dans les urnes, une sanction dans les urnes. Vous ne voulez pas de la personne, allez voter contre lui. Mais si vous ne votez pas, vous participez d'une manière ou d'une autre à l'imbécilisation de la communauté. Et c'est ce du peuple. C'est ce que le panafricanisme rejette. Merci en tout cas jusqu'ici, un très cher Moussa Ousseini. On va aborder un autre point et je profite quand même pour rappeler à nos téléspectateurs qu'évidemment, nos envoyés spéciaux du côté de Dakar, nous reviendrons avec de très belles images et de l'investiture. Il s'agit donc de Marius Tokam et de Diane Bena que nous saluons de ce côté-là. Parlons à présent du massacre d'Israël contre les Gazaouis, les pauvres Palestiniens. Moussa Ousseini, je vous sais très engagé. Vous suivez d'ailleurs l'actualité entre Israël et Palestine depuis de nombreuses années. Pour être proche de vous, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire de constater à quel point Israël, de manière libre, arrive à commettre un tel génocide sur les peuples palestiniens? Vraiment, M. Bachir, c'est un monde à l'envers. C'est un monde à l'envers parce que nous avons vu la ruée des personnalités dans le monde qui se sont érigées contre Mohamed Kadhafi, qui lui n'a pas fait les 1 centième de ce qu'Israël est en train de commettre. Mais pour Israël, c'est resté lettre morte. Est-ce à dire que la CPI, l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, je parle de toutes ces organisations, sont devenues aveugles? Pour comprendre que ce peuple est en train d'abuser, un peuple qui n'a pas d'armes, un peuple qui pleure, un peuple qui ne mange pas. Regardez, vous avez des armes lourdes et les autres sont dans la pauvreté extrême. Et ce qui est plus aberrant, un mois de Ramadan où on ne respecte même pas le culte des humains. Que disent les chartes des droits de l'homme et de liberté? D'abord, il faut interroger cette configuration, ce statut qui ont été érigés par eux, les Occidentaux, qui ne les respectent pas. C'est aberrant. Tuer les gens dans les hôpitaux, tuer les gens dans les camps de réfugiés, mais que personne ne s'élève. Ce n'est pas ça le plus difficile. Et ce n'est pas ça qui fait plus mal. C'est le monde musulman qui est resté sourd. Oui. Je profite de l'occasion pour rendre un grand hommage à l'Afrique du Sud, un État vraiment panafricaniste, pour dire, par exemple, à ce gouvernement qui ont osé porter plainte contre l'État d'Israël par rapport au massacre et autres. Tout à fait. Qui sont en train de Ramaphosa a qualifié l'acte d'Israël de génocide. De génocide. Le premier à employer. Le premier à employer. Oui. Mais en dehors de lui, qui est parti faire comme ça? Où est donc l'humanité? Où est la protection des droits de l'homme dont clament les Occidentaux jusqu'aujourd'hui? Mais Israël a clairement menacé quand même Guterres, le secrétaire général. Effectivement, et ça c'est à Mondiovision. Oui. Et ça dit que l'Israël c'est le maître du monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes très prudents quant au déroulement des activités, de ces choses actuellement, pour dire que les États ne prennent pas de plus en plus conscience de l'acte qui restera gravé dans l'histoire des tueries de masse qu'Israël est en train de faire à l'endroit des concitoyens, à l'endroit des peuples palestiniens qui sont des peuples faibles. Ils disent qu'ils cherchent des soldats du Hamas, mais ils savent où ils peuvent les trouver. Exactement. Alors si vous voulez, vous êtes dans un combat asymétrique, avec des enfants, avec des mamans, qui eux n'ont pas les moyens de se défendre. Israël s'en fout de vos organisations. Raison pour laquelle certains pays qui n'ont même pas ratifié l'adhésion à la CPI et à la Cour pénale internationale, tout ça, nous les saluons. Parce que c'est comme si il y aurait eu une volonté manifeste de cibler certaines personnes et de laisser d'autres. Alors la situation est assez alarmante, M. Bachir. Nous combattons ça et nous dénonçons ça avec rigueur acharnée au nom de tous les panafricanistes pour dire que nous sommes contre cet agissement, cette barbarie qui n'honore pas notre continent, qui n'honore pas aussi le continent tout entier. Moussa Ousseini, quelle est la part des États musulmans, du monde musulman, dans ce qui se passe entre Israël et la Palestine? On a quand même l'impression qu'il y a comme une sorte de silence assourdissant. Mais c'est un silence complice. Comment pouvez-vous interpréter qui ne dit rien constant? Ce n'est pas nous qui avons créé cette déclaration ou ces propos, qui ne dit rien constant. Mélenchon en France, qui défend les Israéliens, qui défend les droits humains, qui combat les autres, n'est pas musulman. Ça, c'est un exemple que je te donne.
Mais nous n'avons pas vu d'autres États musulmans s'élever comme un seul homme dit qu'Israël est en train de faire mauvais. C'est vrai, j'étais au sommet Afrique-Turquie, j'étais invité du président Erdogan. Je salue son courage. Au sommet Afrique-Turquie, j'étais invité. Nous avons suivi un discours direct où le président Erdogan était en train de dire que c'était un danger. Il a prévu, il a dit, il a fait ses efforts. Et il a répondu même à l'appel de l'islam. Figure-toi, M. Bachir, nous sommes des musulmans. Il est dit dans la parole du prophète Mohammed, il dit si tu vois un mal, si tu peux le combattre par la main, il faut le faire. Si tu ne peux pas faire par la main, tu fais par la bouche, par la langue. Si ça te dépasse, tu fais par ton cœur. Mais nous n'avons pas vu les États musulmans se lever et dire non. Toutes les marches qui sont faites, en majorité, ce sont des personnes qui n'ont aucun lien avec les Palestiniens. C'est un silence complexe. Figurez-vous, les votes, les voix de veto et autres, combien de pays se sont levés pour dire non, c'est pas normal. Cette tuerie ne rend pas notre nation. Ici, on ne parle pas de la religion, on parle de l'humanité. Et je vais vous dire, c'est même prévisible, parce que même le prophète de l'islam, il en a dit. Vous avez comme l'impression que les gens sont ensemble alors que leurs cœurs sont divisés. Vous avez aux frontières de la Palestine beaucoup de pays musulmans qui entretiennent des relations, des religions, des langues et des cultures. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, même Israël, même pour aller nourrir des sinistrés, on donne des droits, des restrictions. Ils ne parviennent même pas à manger. Les convois de vivres, pour y arriver, il faut une certaine autorisation. Il y a une volonté manifeste de l'État d'Israël d'éliminer sur la carte mondiale totalement les Palestiniens. Et ce, depuis plus de 70 ans. De quel État musulman parlez-vous? Alors, autant l'Occident, le monde occidental, en tout cas le monde entier, si vous voulez, est un peu silencieux, ou silencieux sur la question du génocide des Israéliens, autant l'Occident, quand même tout entier, a une sorte d'unité quand il s'agit de condamner les actes mais ils sont des Russes dans la guerre contre l'Ukraine. Mais c'est ça c'est une aberration, je suis même assez, c'est étonnant. C'est une injustice de manière flagrante. Vous condamnez l'Ukraine, vous condamnez la Russie, vous condamnez la Russie, mais vous saluez quand même l'effort de l'Israël pour tuer à Mondiovision ce qui est fait. Mais ça, c'est un monde à l'envers. Nous assistons à une comédie pure et simple. La Russie est un État libre, démocratique, soucieux de préserver ses territoires. Et c'est même la raison pour laquelle la Russie ne laisse pas les autres entrer dans ce qui l'appartient, pour éviter de faire l'erreur que les Palestiniens ont fait. En accueillant, après la Shoah, en accueillant les Palestiniens, les Israéliens sur cette terre. Venez vous asseoir, et après ils se sont, en maître de lieu, et ils ont chassé les autres. Alors c'est pour dire que la prudence justifiée de Vladimir Poutine, et là je salue aussi sa réélection, parce que c'est un président très charismatique qui démontre aux yeux du monde qu'on peut être un monde multilatéral avec 2 poids 2 mesures. Figurez-vous que si nous étions seulement subordonnés aux Occidentaux, qu'est-ce que nous en serons aujourd'hui? Déjà, pour protéger une petite population des Palestiniens dépasse tous ces Occidentaux, à plus forte raison les Africains que nous sommes aujourd'hui. Je pense que il y a une certaine xénophobie non justifiée à l'endroit du pouvoir russe, et cette xénophobie qui ne se justifie pas, tant plus que aujourd'hui la Russie, c'est un État qui propose des alternatives aux États africains, dans le monde, des alternatives qui font la fierté. Regarde l'alliance des BRICS, de plus en plus, qui fédère le Brésil, l'Arabie Saoudite convoitée, et bien d'autres pays, l'Afrique du Sud et bien d'autres. C'est pour cela que le président Lula, a eu le courage de dire à Emmanuel Macron qu'il envisage inviter Vladimir Poutine, malgré le fait qu'il y a un mandat d'arrêt international sur lui, pour dire que c'est un chef charismatique, c'est un leader. Et oui, Poutine, il n'a pas empêché des convois d'aller nourrir les Ukrainiens. Il ne l'a jamais fait. Il aurait pu. Par contre, les Israéliens le font à Mondiovision. Nous avons suivi tout ce que Benjamin Netanyahou disait à Rafah, ce qu'il avait l'intention de faire. Cette trêve du mois de Ramadan ne passe pas parce que les populations ne font que pleurer nuit à jour. La carence alimentaire, la situation de souffrance, l'état psychologique des Palestiniens, la situation aberrante, inacceptable, morbide d'une population qui est faible, qui n'a pas les armes pour se défendre.
M. Bachir, de qui se moque-t-on dans le monde? Que les Occidentaux prennent en eux la responsabilité de l'histoire et face à l'histoire, qu'ils auront une conscience contre le peuple palestinien abusé, tué innocemment, et aussi les femmes et les enfants qui sont supposés être protégés. Mais de quelle organisation parle-t-on? Point d'interrogation. Mais alors, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le courage d'Antonio Guterres. Oui. Pour une première fois, on voit un secrétaire général de l'ONU assez courageux et audacieux. Mais sauf que, qu'est-ce qu'il peut faire face à l'amarra du sionisme juif israélien qui, lui, est en train de faire le contrepoids de manière publique? C'est assez compliqué. En tout cas, avant dernière escale, sinon, je voudrais quand même qu'on dise aussi un mot. Vous savez, la Russie, ce pays que vous aimez tant, vous avez d'ailleurs salué le charismatique président Vladimir Poutine. Alors, quelques jours seulement après son élection, la Russie a été touchée par un attentat en plein cœur de Moscou. On a eu l'impression quand même que cet attentat a été jubilé du côté du bloc occidental. La manière dont l'actualité a été traitée, c'est un peu comme si enfin, voilà, l'œil a touché Moscou. Alors, vous, quelle est votre lecture? Vraiment, je suis inquiet. Une lecture d'un citoyen avisé qui pense que il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans, la France a subi les mêmes atrocités. Oui. Ça n'a pas été salué, ça n'a pas été félicité par la Russie, ça a même été condamné. Oui. Le fait que nous soyons divergents sur les opinions ne doit pas être un prétexte pour jubiler de mon malheur. Ceux qui ont commis cette atrocité, ils sont entre les mains de la justice. Oui. Et ils vont subir la rigueur de la loi. Parce que dans aucun pays, le droit ne permet pas à ce qu'il y ait de tuer des masses sous prétexte que ce soit. C'est-à-dire que ce soit pour un prétexte religieux, d'activisme et bien d'autres, aucune situation ne justifie la tuerie des masses, ne justifie même la tuerie de l'humain. Même si certaines personnes se prévoient d'une organisation musulmane, je vais profiter de votre antenne pour dire que nous avons lu le Coran. Oui. En aucun cas, l'islam n'encourage la tuerie et la barbarie. D'ailleurs même, il est dit dans le Saint-Coran, tout celui qui a tué un humain, si vous avez tué un seul humain, un être humain, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Alors je pense que M. Bachir là-dedans, nous avons tous suivi cette manière de jubiler, cette manière de transmettre. Nous sommes aussi des professionnels de la communication. Oui. Et pour dire que c'est à peu près une certaine réjouissance pour lui. Mais pour nous, c'est à pleurer. C'est à pleurer parce que c'est des innocents qui sont tués, c'est des innocents qui sont morts. En tout cas, que l'âme de ceux-là repose en paix. Et puis, nos condoléances, on en profite d'ailleurs, Pan-African Media et vous-même qui est notre invité spécial, pour adresser toutes nos condoléances à toutes les familles russes. Durement éprouvées. Alors, Kémy Séba, qu'est-ce qu'il vous inspire? Un panafricanisme de l'homme, un acteur de qualité, et un homme qui lutte pour sa conviction, un homme qui lutte pour ses pensées. Et je pense qu'il est une fierté africaine parce que de plus en plus, moi, je ne le connais pas personnellement, mais je suis les actualités, je vois ce qu'il fait. Et lui, les Nathalie Yam et autres qui aujourd'hui sont des références pour dire qu'il faut découdre avec le système néocolonialiste. Monsieur Bachir, nous sommes tous des Africains. Lorsque vous voyez ce qui arrive aujourd'hui à Aya Nakamura en France, la malienne, oui, avec les déclarations du Front National de Marine Le Pen et Marion qui disent des choses qui sont insensées parce que le président Macron a eu l'audace d'inviter une femme de couleur. Ils disent une femme de couleur pour un concert. Je verrai que ça, les gens comme des Kémy Séba et les Nathalie Yam ont les places dans la société. Ils ont les places dans la société parce que le racisme est existentiel. Eux qui ont profité des tirailleurs sénégalais, eux qui ont eu la libération de la France et passé par les tirailleurs sénégalais contre les nazis. Mais malgré cela, nous subissons la plus pire des humiliations. Mon cher frère, nous voyageons partout dans le monde. Et lorsque nous voyageons, s'il faut seulement justifier certains actes par rapport au vécu, nous dirons que Kémy Séba et Nathalie Yam, c'est des messies. Raison pour laquelle nous encourageons l'initiative. La seule chose que nous demandons, c'est de continuer dans les revendications.
de ne pas aller vers la violence. Parce que de plus en plus, ces Occidentaux veulent nous pousser avec des erreurs pour que nous en arrivions au combat. Ceux-là n'arriveront pas au combat. Ils ne sont pas à la force de la conviction, nous sommes avec eux. Grâce à eux, aujourd'hui, nous avons beaucoup de panafricanistes qui, aujourd'hui, comme eux, nous inspirent. Alors, je dis, c'est un brave monsieur qui fait un travail de fond, qui veut découdre avec un système qui ne nous honore pas. Jusqu'ici, je vous ai dit la situation en France aujourd'hui, c'est qui fait de l'actualité. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est de la xénophobie, pure et simple. On lui retire sa nationalité française. Alors c'est vrai que au départ, Kémy considérait cette nationalité, son passeport français, comme un instrument de travail. Mais aujourd'hui, il est arrivé quand même à un niveau où on l'a vu déchirer ce passeport. Il dit bon. Basta. Oui, mais c'est pour sortir de l'esclavage, voilà. Mon cher ami. C'est pour sortir de l'esclavage. Alors, rester sous le socle du besoin, être subordonné aux personnes, c'est être une partie esclave de ces personnes. L'Afrique a besoin de son autonomie et de sa liberté. Une relation que nous offre la Russie. Un partenariat de commun égal à égal, la Russie, la Chine, d'autres pays, en dehors de ce que l'Occident nous a proposé jusqu'ici. C'est pour dire que ils veulent me tenir, mais je suis là pour ma liberté. Il a subi beaucoup d'humiliations, mais il est pour la lutte. Et il faut des personnes comme ça qui vont démontrer aux yeux des Occidentaux que nous avons compris qu'à un moment donné, nous avons été imbécilisés. Nous ne sommes pas pour le paternalisme. Nous voulons la souveraineté absolue et c'est cette lui qui l'a amené là, où il se trouve. Alors je pense que la préfecture de Paris lui a donné raison. Il a eu une manifestation qui a été interdite. Nous profitons, autant pour moi, nous profitons de l'occasion pour saluer la juridiction qui a permis à Kémy Séba de tenir son meeting. Parce que c'est un légaliste, il connaît ses droits. Et lorsque vous êtes ouvert, vous êtes éclairé, pas seulement chez les Occidentaux, même chez nous, vous êtes une personne à abattre. Mais sauf que la révolution de la conscience a pris chemin et cette révolution ira jusqu'au bout. D'où la naissance d'Ibrahim Traoré, Amatiani, et nous avons Assimi Goïta et bien d'autres qui sont des fiertés pour nous, des Africains. Alors, un autre hommage, je sais que vous l'appréciez beaucoup, un panafricaniste camerounais qui a porté le flambeau du panafricanisme depuis aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années. Le panafricanisme médiatique, c'est un homme politique que vous connaissez. Alors, Bandakani, qu'est-ce qu'il vous inspire? Écoute, Bandakani, c'est un idéal. C'est un idéal. Et j'apprécie personnellement la démarche qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai vu au niveau d'une réunion. Ils étaient à Bamako. À Bamako. Et tout. Sous l'invitation du président. C'était une consécration. C'était une consécration. Bandakani mériterait, ou il mérite d'être soutenu par nous autres, les Camerounais, au premier plan, pour qu'il entre dans une organisation panafricaniste régionale. Parce qu'il n'a pas sa langue dans la poche, mais il est là pour une revendication, un panafricanisme pur. D'autant le reproche d'être très dur, mais nous pensons qu'il n'est pas très dur, c'est la force de la conviction qui l'amène où il est. Alors c'est un homme à saluer, je salue le courage et la bravoure, et nous lui disons bon vent et du courage. Il reste beaucoup à faire, mais qu'il le sache, le chemin est assez long, et qu'il ne tient pas rigueur aux opinions de part et d'autre. Parce que lorsqu'on s'engage vers une lutte, on maintient cette lutte, il ne faut pas qu'il soit détourné de son orbite, car il a notre soutien et nous apprécions ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Moussa Ousseini, avant de sortir, j'ai une question très importante. Est-ce que vous nourrissez des ambitions politiques? On vous sait communicateur, leader de la société civile, leader d'opinion si vous voulez. Alors, est-ce que Moussa Ousseini, est-ce qu'il n'est pas exclu que dans un avenir proche ou à moyen terme, on retrouve Moussa Ousseini dans une position vraiment d'homme politique? Écoutez, mon cher Bachir, si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire, en réalité. Et je ne voudrais pas traduire les intentions à Mondiovision comme ça, mais je dis que la situation telle qu'elle existe, là, nous impose d'apporter notre pierre à l'édifice, de notre contribution, pour qu'on ait une société assez équilibrée sur le plan de la justice sociale,
la volonté politique, l'économie et même l'organisation de la société. Alors je pense que le meilleur reste à venir, et comme je vous disais tantôt, vous avez constaté, nous sommes appelés de temps à autre pour représenter des communautés et autres, à l'appel de nos concitoyens, à l'appel de nos communautés, à l'appel de notre nation, nous allons nous arrimer à la volonté populaire pour apporter notre pierre à l'édifice. Le plus important, c'est pas avoir tous les moyens du monde. Monsieur Bachir, ceux qui ont laissé le monde, dans le monde, Abraham Lincoln, je vais parler de Mohamed Kadhafi, je vais parler de Sadat, je vais parler de Kwame Nkrumah, je vais parler de Sankara et bien d'autres, n'étaient pas des personnes nantis, c'était des hommes politiques dignes de ces noms. Alors si Dieu peut permettre à ce que nous nous arrimions à ces logiques et nous soyons une référence, pourquoi pas, afin que lorsque nous allons partir, que nos aïeux disent que nous avons contribué à quelque chose. Et pour conclure, notre religion, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, le prophète dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui est plus utile pour sa communauté. La notion de l'utilité, on peut s'arrimer à tout moment. Mais la surprise, le meilleur reste à venir. L'utilité, Moussa Ousseini, toujours utile à la communauté, toujours utile à l'humanité. Voilà pourquoi il arbore fièrement la casquette de panafricaniste. Merci infiniment, Moussa Ousseini. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nos encouragements. Et M. Bachir, nous avons vu l'effort de cette chaîne panafricaniste. Vous ne pouvez qu'avoir de notre part un soutien, et nous appelons aussi les autres de soutenir déjà d'initiatives déjà très brillantes dans la manière de présenter. Je suis venu par curiosité, j'en suis resté par conviction. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'entretien avec Moussa Ousseini. Vous l'avez suivi et vous avez aimé certainement, et nous vous demandons tout simplement de rester fidèles au programme de Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.